Éloge du savoir. Aujourd'hui, le Collège de France. Hier matin, Jacques Bouvresse nous expliquait que pour Kurt Gödel, la distinction entre idéalisme et réalisme traditionnel n'avait pas pour lui une très grande importance. Je rappelle que pour l'idéalisme, les mathématiques sont un produit de notre propre construction par opposition à une réalité extérieure. Le réalisme, lui, pense que les objets mathématiques, comme tout autre objet, existent en dehors de notre esprit. Ce point de vue de Gödel va être pensé dans le cadre de ces débats très contradictoires avec le mathématicien Carnap. Ces débats Carnap-Gödel sont actuellement l'objet du cours que Jacques Bouvresse consacre cette année à Kurt Gödel, mathématiques, logique et philosophie. Jacques Bouvresse nous a lu hier matin un texte de Kreisel qui donnait la position de Gödel sur ces questions. Je cite un court extrait. Gödel a souligné le plus clairement dans ses lettres reproduites par Wang que la meilleure façon de comprendre ces résultats était de le faire en termes de notions empruntées à la tradition réaliste qui étaient rejetées ou simplement ignorées dans les schémas constructivistes, tels que validité logique, vérité arithmétique, différentes hiérarchies grasses ou maigres. Ce matin, Jacques Bouvresse ouvre son cours sur le point de vue de Carnap, en nous lisant un court extrait du livre de Carnap intitulé « Philosophie et syntaxe logique », livre paru en 1935. Cette thèse, dit-il, asserte que les propositions métaphysiques, comme les vers lyriques, ont uniquement une fonction expressive, mais n'ont pas de fonction représentative. Les propositions métaphysiques ne sont ni vraies ni fausses, parce qu'elles n'assertent rien. Elles ne contiennent ni connaissance ni erreur. Elles se situent complètement en dehors du champ de la connaissance, de la théorie, en dehors de la discussion ayant trait à la vérité ou la fausseté. Donc, il n'est pas question de discuter de leur vérité ou de leur fausseté. Mais elles sont, dit-il, comme les rires, les poésies lyriques et la musique expressive. Donc, elles ne sont pas représentatives, elles sont expressives. Alors évidemment, là, on peut hésiter sur la question de savoir si, dans la façon dont Carnap les caractérise, elles se trouvent en bonne ou en mauvaise compagnie. Moi, je trouve que les mettre du côté de la poésie lyrique et de la musique, c'est les traiter, après tout, de façon assez honorable, mais malheureusement, ça ne correspond évidemment pas à la façon dont elles ont l'habitude de se percevoir. Elles expriment, dit Carnap, non pas tant des sentiments temporaires que des dispositions émotionnelles ou volitionnelles permanentes. Donc, elles expriment non pas des sentiments transitoires, mais plutôt des dispositions émotionnelles ayant une certaine permanence. Le réalisme, dit Carnap, est souvent un symptôme du type de constitution que les psychologues appellent extraverti, qui est caractérisé par la capacité de former aisément des connexions. L'idéalisme, lui, évidemment, est plutôt du type opposé. Il peut être rattaché donc plutôt au type opposé, le type dit introverti, qui a une tendance à se retirer du monde inamical et à vivre à l'intérieur de ses propres pensées et imaginations. Fin de citation. Heureusement que Carnap n'affirme pas que les choses se passent toujours de cette façon. Sinon, il faut avouer qu'on ne comprendrait pas très bien comment un homme aussi introverti que pouvait l'être Gödel pouvait être en même temps un réaliste aussi décidé, aussi bien en ce qui concerne la réalité du monde physique qu'en ce qui concerne l'univers des objets mathématiques. Pour en revenir aux choses sérieuses, on peut remarquer que Carnap pense comme Husserl, mais pour des raisons bien différentes, qu'il existe désormais un moyen de mettre en principe tout le monde d'accord sur les questions philosophiques les plus débattues. Dans ce qu'affirment les philosophes, il y a un aspect qui correspond à l'expression d'attitudes émotionnelles d'une certaine sorte et qui ne prête pas réellement à une discussion quelconque. Tout le monde a droit à ses émotions et a également le droit de les exprimer, y compris, du reste, a le droit de les exprimer sous la forme inadéquate de la construction d'une métaphysique. Donc, contrairement à ce qu'on suggère parfois, il n'entrait pas du tout dans les intentions des positivistes logiques d'exercer une répression quelconque et d'empêcher les gens d'exprimer leurs émotions, y compris de le faire sous la forme de la construction d'une métaphysique. Mais le positiviste logique a de son côté le droit de faire remarquer à celui qui se lance dans ce genre d'entreprise qu'il a choisi malheureusement un mode d'expression inadéquat et trompeur. Il y a cependant également à côté de ça un aspect
qui peut réellement être discuté, mais doit l'être dans le respect du principe de tolérance. C'est celui qui a trait au choix d'un langage, ou comme dira un peu plus tard Carnap, d'un cadre linguistique, en anglais linguistic framework, approprié pour une certaine fin. Gödel, bien entendu, est en désaccord complet avec Carnap sur ces deux affirmations. Il pense que les assertions que Carnap qualifie de métaphysiques ont bel et bien un contenu théorique, et il considère qu'il n'est pas exclu que l'on puisse même donner un jour une réponse positive ou négative à la question qu'elle soulève. Il incline à croire, par exemple, que les résultats obtenus dans les recherches sur les fondements des mathématiques ont eu une incidence bien réelle sur certaines des questions les plus centrales de la philosophie des mathématiques, et que celles-ci seront décidées un jour ou l'autre, et le sont peut-être même déjà. Il n'est pas absolument certain, par exemple, d'avoir réussi à trancher la question en faveur du platonisme, mais il reste, semble-t-il, tout à fait convaincu qu'elle peut en principe l'être, et le sera, j'entends la question centrale de la philosophie des mathématiques, donc il a un certain nombre d'arguments qu'il considère comme plus ou moins décisifs en faveur du platonisme, ou en tout cas contre les autres solutions proposées par les philosophes des mathématiques, et même si il ne va pas jusqu'à la fin, si à la fin il ne va pas jusqu'à prétendre qu'il a établi la vérité du platonisme mathématique comme philosophie, il reste convaincu que ce type de question doit pouvoir être décidé. À la suite de son exposé à la Société française de philosophie, qui constitue pour une part importante un plaidoyer en faveur d'une position comme celle de Gödel en philosophie des mathématiques, Jules Villemin répond à une question de Jacques Merleau-Ponty. Il répond qu'il ne se propose pas une apologie du platonisme mathématique contre l'intuitionnisme ou contre le constructivisme en général. Donc il explique qu'il n'a pas cherché, à la différence de ce que Gödel semble faire, en tout cas dans la conférence, dans ce qu'on appelle la conférence Gibbs, qui explique qu'il n'a pas cherché à proposer un plaidoyer en faveur du platonisme mathématique. Vous avez là un extrait donc de sa réponse. Je n'ai pas fait d'apologie, je dis qu'il n'y a pas de critères de décision rationnels en philosophie. Pas de critères de décision rationnels qui permettent de départager entre elles les philosophies. Cela veut dire que quelqu'un qui soutient l'intuitionnisme, je prends ce cas parce que c'est un cas assez fréquent, est complètement irréfutable. Seulement, il se trouve devant des problèmes où le poids de la preuve lui incombe, alors que je crois que le poids de la preuve ne m'incombe pas en tant que réaliste. Donc l'intuitionniste doit s'attendre à avoir la vie nettement plus difficile que le réaliste, parce qu'il va avoir évidemment une difficulté considérable à résoudre un certain nombre de problèmes que le réaliste, lui, à première vue, semble en mesure de résoudre assez facilement. La philosophie, dit Villemin, ne comporte pas de démonstration, et je crois que l'abandon de l'idée de démonstration, de réfutation en philosophie, c'est-à-dire le pluralisme philosophique, doit faire distinguer la philosophie de la science. Fin de citation. Alors, à mon sens, dire il n'y a pas de démonstration en philosophie et dire il faut accepter résolument le pluralisme philosophique, c'est pas tout à fait la même chose, parce qu'il se pourrait très bien qu'il n'y ait pas de raison démonstrative qui parle jamais en faveur de l'adoption ou du rejet d'une position philosophique déterminée. Ça n'empêche pas qu'il peut y avoir bel et bien des raisons non démonstratives, mais néanmoins objectives, d'accorder sa préférence à un système par rapport aux autres. Et là-dessus, évidemment, Villemin est relativement discret. C'est sur quoi il insiste, mais il n'est pas le premier, il n'est pas le seul ni le premier. Bien sûr, Kant l'avait déjà dit, il n'y a pas de démonstration en philosophie, et par conséquent, il faut s'attendre à ce que le pluralisme soit durable, mais ça n'exclut pas forcément que les questions philosophiques puissent néanmoins finir par être décidées. Et encore une fois, pas par des démonstrations, c'est évidemment beaucoup trop demandé, mais par la production de raisons objectives plus ou moins déterminantes qui paraissent de nature à justifier l'un de ces systèmes de préférence aux autres. Alors le problème auquel nous sommes confrontés, et Gödel bien sûr et Carnap sont confrontés chacun de leur côté, est celui-ci: une question philosophique peut-elle jamais être décidée par des progrès réalisés et des résultats obtenus à un moment donné dans les sciences? Cela ne devrait-il pas pouvoir être le cas, au moins en ce qui concerne la philosophie des sciences elle-même? Est-ce que la philosophie des sciences n'est pas un domaine où on pourrait s'attendre à ce que l'évolution des sciences finisse par décider dans les faits de certaines questions philosophiques?
La réponse de Villemin à cette question est un non très clair. Celle de Gödel semble être au contraire positive. Il a apparemment cru, au moins dans ces moments d'optimisme, que certaines thèses philosophiques, comme par exemple celle du réalisme mathématique, devraient pouvoir être décidées rationnellement et même peut-être scientifiquement. Villemin pose la question suivante: est-on fondé à croire que le réalisme philosophique résulte démonstrativement des théorèmes de métamathématiques? Et la réponse qu'il donne à cette question est, comme je vous l'ai dit, négative. On se tromperait, dit-il, je cite, si l'on croyait que les théorèmes du mathématicien Gödel peuvent prouver le platonisme de Gödel, philosophe. Aussi bien Carnap a pris soin de traduire chaque proposition de ce platonisme en un énoncé qui la déleste de son ontologie. Donc il a semble-t-il, réussi à produire pour chaque proposition qui fait partie de l'énonciation de cette position platonicienne de Gödel, il a réussi à produire une paraphrase ou un équivalent qui, comme dit Villemin, déleste la proposition en question de son ontologie. Il y aura bien entendu au moins une proposition pour laquelle il n'est pas possible de trouver un équivalent formel, au sens strict, à savoir celle qui, pour Villemin, exprime justement le credo réaliste, à savoir la proposition « il y a un monde intelligible ». Mais cette proposition peut néanmoins, comme toutes les propositions positives ou négatives de cette sorte, être traduite elle aussi, d'une autre façon, en un énoncé qui la déleste de son ontologie et la fait apparaître comme une proposition ayant trait au choix d'un langage de la science, en l'occurrence d'un langage des mathématiques. Quand il parle du coup fatal que le théorème de Gödel a apparemment porté au programme de Hilbert, Villemin s'exprime cependant parfois comme si la vérité du réalisme avait été établie, au moins de façon indirecte, par l'élimination des autres types de réponses possibles. C'est une façon de procéder qui apparaît assez nettement chez Gödel dans la conférence Gibbs, notamment, où il a des doutes sur la possibilité de réussir à démontrer directement la vérité du platonisme, mais il semble en revanche relativement optimiste sur la possibilité de réfuter toutes les autres solutions qui pouvaient sembler, à première vue, possibles. Alors, voici ce que dit Villemin lui-même. Démontrer la non-contradiction de l'arithmétique élémentaire aurait été le premier pas pour démontrer celle de la théorie des ensembles. Le théorème gödelien d'incomplétude entraîne l'irréductibilité des énoncés idéaux aux énoncés réels, donc ces deux termes, idéal, réel, sont à comprendre au sens de Hilbert, bien entendu. Le théorème gödelien d'incomplétude entraîne l'irréductibilité des énoncés idéaux aux énoncés réels dans la simple arithmétique élémentaire formalisée, a fortiori donc cette même irréductibilité dans une théorie des ensembles formalisée. Le principe de conservation optimale écarte ainsi tous les systèmes philosophiques du spectre classique, le réalisme excepté, et le réalisme demande au fondement des mathématiques des substances idéales. Alors, ce que Villemin appelle le principe de conservation optimale, c'est le principe d'après lequel, quand on construit une philosophie des sciences, il faut essayer de faire en sorte qu'elle préserve le maximum de la science existante, c'est-à-dire qu'elle n'oblige pas à pratiquer des amputations inacceptables dans ce qui est reconnu d'à peu près d'un commun accord par les scientifiques comme faisant partie de leur science. Donc, le concept de démonstration, la conclusion qu'on peut tirer du théorème de Gödel, c'est que le concept de démonstration est trop étroit pour contenir le concept de vérité, et les mathématiques débordent essentiellement l'application d'une langue formelle dans une de ses parties. Villemin n'en maintient pas moins, en fin de compte, que même sur une question de cette sorte, rien n'a été décidé réellement du point de vue philosophique. Ceux qui persistent à faire un choix différent du platonisme mathématique ont eux aussi leurs raisons qui correspondent à l'adoption d'une autre maxime. Et il n'y a pas de hiérarchie objective des raisons qui permettent de les juger moins bonnes que les nôtres et d'expliquer ainsi pourquoi elles ne nous convainquent pas. Ce qui explique pourquoi Villemin est amené à dire qu'il n'y a pas de critères de décision rationnels qui permettent de trancher entre les philosophies, pas plus dans le cas de la philosophie des mathématiques qu'ailleurs. Et cela en dépit donc des résultats obtenus des résultats comme ceux qui ont été obtenus par Gödel, qui semblent aller du point de vue philosophique dans un sens tout à fait déterminé. Alors tout cela résulte chez Villemin du fait que les intérêts de la raison
en fonction desquels tout le monde est censé se déterminer en philosophie, ces intérêts sont par essence conflictuels. Et il n'y a pas de façon rationnelle de déterminer celui ou ceux d'entre eux qui doivent être préférés. Donc il n'y a pas de hiérarchie absolument univoque qui puisse être instaurée entre les différents intérêts de la raison. Ce qui fait que certains philosophes peuvent être plus sensibles à certains d'entre eux, d'autres à d'autres. Par exemple, la richesse ontologique est-elle préférable à la sécurité maximale que choisissent les intuitionnistes, ou à la simplicité? Pour pouvoir en décider, il faut déjà avoir fait le choix d'un certain type de philosophie, et on ne peut par conséquent pas, sous peine de circularité, espérer justifier celui-ci en s'appuyant sur un ordre des préférences qui préexisterait au choix. Si vous choisissez de privilégier un certain intérêt, l'un des intérêts de la raison, de préférence à d'autres, par exemple la conservation optimale, de préférence à la sécurité, alors vous avez déjà fait le choix d'un certain type de philosophie, plus probablement d'un certain système philosophique. Par conséquent, vous ne pouvez pas justifier le choix que vous faites en vous appuyant sur une hiérarchie des intérêts de la raison qui serait indépendante des choix effectués par les philosophes. Villemin dit « Les intérêts conflictuels ne se soumettent pas à l'ordre linéaire des perfections leibniziennes. Pour leur assigner leur poids relatif, nous devons déjà avoir adopté une classe particulière de système philosophique. Nous devons déjà avoir choisi soit un système philosophique particulier, soit de façon plus générale une classe particulière de système philosophique qui se caractérise par le fait de privilégier précisément l'un de ses intérêts au détriment des autres. Pour celui qui a choisi un système philosophique, déterminé, il existe une asymétrie de fait dans la situation qui le relie aux autres, mais le respect du pluralisme philosophique, qui est une valeur à laquelle Villemin accorde une importance spéciale et qu'il juge insuffisamment reconnue par la plupart des philosophies contemporaines, ce respect du pluralisme oblige celui qui a choisi à traiter la situation comme si elle était en fait parfaitement symétrique, c'est-à-dire les autres pouvant avoir des raisons qui sont tout aussi valables que les siennes. Si j'ai évoqué cette question de la décidabilité des questions philosophiques, au moins dans les cas à première vue les plus favorables, c'est parce que Gödel donne sur ce point l'impression de penser de façon sensiblement différente de Villemin. Il est convaincu que son théorème permet au moins de réfuter explicitement des assertions philosophiques d'une certaine sorte, même s'il est vrai qu'il n'est pas facile de déterminer exactement lesquelles et qu'il faut faire preuve d'une grande précision dans la formulation que l'on en donne. Gödel est sur ce point à la fois beaucoup plus prudent et plus méticuleux qu'un bon nombre de ses interprètes philosophiques. Si l'on s'estime après la démonstration de Gödel autorisé à écarter toutes les options philosophiques du spectre classique, le réalisme excepté, cela ne peut être bien entendu qu'à la condition d'adopter comme une maxime qui prime sur toutes les autres le principe de conservation optimale. Or, il faut remarquer que chez Carnap, l'adoption du principe de tolérance est motivée justement par le désir de respecter l'exigence de conservation optimale. Cette exigence de conservation optimale, on pourrait la caractériser, si vous voulez, comme une obligation de respecter, d'essayer de réaliser un certain équilibre réflexif entre ce qui est accepté par les scientifiques comme faisant partie, comme pouvant être intégré légitimement à leur science, et ce que, d'un autre côté, la philosophie des sciences considère de son côté, ce qu'elle considère de son côté comme pouvant être légitimement considéré comme scientifique. Donc on est à la recherche d'une sorte d'équilibre réflexif entre ces deux choses, et c'est au fond ce qu'affirme le principe de conservation optimale. Une philosophie des sciences, dans le cas qui nous intéresse, une philosophie des mathématiques, pour être recevable, ne doit pas nous contraindre à sacrifier une partie importante de la science mathématique reconnue comme telle. Alors le principe de tolérance s'appuie précisément sur ce genre d'idée, et il a par le fait pour contrepartie un autre principe que l'on pourrait énoncer en citant l'Évangile: vous les reconnaîtrez à leurs fruits, c'est-à-dire les différents choix qui sont susceptibles d'être faits seront jugés en fonction de
leur aptitude à permettre la reconstruction de la science, sinon dans sa totalité du moins, pour la reconstruction de la plus grande partie de la science existante. Hein, c'est au fond le critère déterminant pour Carnap, ce qui veut dire que le principe de tolérance a à l'arrière-plan du principe de tolérance, il y a cette préoccupation, ce souci de respecter le principe de conservation optimale. Or, Villemin conteste le principe de tolérance, notamment parce qu'il ne prend pas suffisamment au sérieux les critiques qui ont été formulées par des mathématiciens révisionnistes, comme les intuitionnistes, contre le principe de conservation optimale. Les intuitionnistes, eux, bien sûr, sont prêts à sacrifier une partie relativement importante des mathématiques qui, à leurs yeux, qu'ils refusent de reconnaître comme étant de la vraie mathématique, puisqu'il y a toute une série de propositions mathématiques qui sont considérées par les représentants du point de vue classique comme des propositions démontrées, qui pour les intuitionnistes ne sont pas vraies, parce que les démonstrations qui en sont données ne sont pas considérées comme recevables du point de vue intuitionniste. Par conséquent, les intuitionnistes adoptent un point de vue révisionniste et ils ne se sentent pas tenus de respecter le principe de conservation optimale, à la différence de Carnap et également de Gödel. Alors, Villemin estime qu'il faut prendre plus au sérieux les arguments intuitionnistes que ne le font les gens comme Carnap. Il dit ceci: quant au principe de tolérance, il ne rend pas compte du sérieux avec lequel des mathématiciens célèbres ont contesté le principe de conservation optimale. Je crois que j'avais reproduit ce passage. Oui. Quant au principe de tolérance, il ne rend pas compte du sérieux avec lequel des mathématiciens célèbres, il pense évidemment à Brouwer et aux gens de son école, du sérieux avec lequel des mathématiciens célèbres ont contesté le principe de conservation optimale, pas plus qu'ils ne légitiment d'ailleurs les partisans de la syntaxe lorsqu'ils adoptent tacitement le principe et abandonnent des langages plus sûrs, mais moins féconds. Donc, Carnap reste en tout état de cause redevable d'une explication qu'il ne donne pas, c'est-à-dire il choisit le principe de tolérance parce qu'il est sensible à l'exigence de conservation optimale, il tient à conserver si possible la plus grande partie, voire même la totalité de la science existante, mais ce principe de conservation optimale, le choix de ce principe de conservation optimale comme intérêt prioritaire, et même un peu exclusif, ce choix-là demanderait à être justifié, et il ne peut pas être justifié par le principe de tolérance. C'est-à-dire que Carnap, il faut savoir que Carnap, j'aurai l'occasion de vous en parler, dans la syntaxe logique du langage, construit successivement deux langages. Un langage qu'il appelle le langage 1, qui satisfait à certaines exigences constructivistes, donc qui va explicitement dans le sens de ce qu'exigent les intuitionnistes. Et puis il construit ensuite un langage nettement plus puissant qu'il appelle son langage 2, qui rend possible la reconstruction de la totalité des mathématiques classiques. Et ce que Villemin lui objecte, c'est le fait qu'au fond, il n'explique pas clairement pourquoi il a préféré choisir un langage plus puissant, mais peut-être moins sûr. Autrement dit, il n'explique pas clairement pourquoi il n'a pas fait un choix du même genre que celui des intuitionnistes, qui eux préfèrent, pour décrire la situation en termes carnapiens, qui eux préféreraient choisir un langage plus sûr, mais éventuellement moins fécond. Autrement dit, un langage dans lequel on ne peut pas espérer reconstruire la totalité des mathématiques existantes. Mais il faut remarquer, bien entendu, que les objections formulées contre le principe de conservation optimale, il ne faut peut-être pas dire les objections, si vous voulez, mais les réserves formulées à propos du principe de conservation optimale, ces réserves peuvent être utilisées contre Gödel tout autant que contre Carnap, aussi différents que puisse être par ailleurs leur point de vue, puisqu'il n'y a pas chez Gödel de volonté quelconque de remettre en question la légitimité des mathématiques classiques dans leur ensemble. En ce qui concerne Carnap, il est facile de se rendre compte qu'il est anti-révisionniste parce qu'il est conventionnaliste. Il ne souhaite pas toucher aux mathématiques telles qu'elles sont parce qu'il est conventionnaliste, et pour un conventionnaliste, tout le monde, y compris le réaliste, a le droit de choisir comme il l'entend son système de convention, y compris bien sûr les réalistes. Mais cela signifie que la question philosophique de la légitimité lui est étrangère, alors qu'elle ne l'était justement pas pour l'intuitionnisme. Et c'est au fond ce que rappelle Villemin, que la question de la légitimité ou de la justification reste au centre de la philosophie des mathématiques de l'intuitionnisme,
alors que Carnap a tendance au contraire à se situer au-dessus de ce genre de problème. Et c'est une des conséquences qui résulte de son principe de tolérance, hein, dont je rappelle qu'il le formule en disant en logique, il n'y a pas de morale, chacun a le droit de construire sa syntaxe comme il l'entend. Donc, on peut procéder, si on veut, à la façon des intuitionnistes, puis on peut aussi choisir de procéder plutôt à la façon des réalistes. Alors on peut remarquer que sur ce point, Villemin, qui a choisi pour sa part le réalisme, tient une fois de plus à faire respecter les droits de l'adversaire, en l'occurrence l'intuitionnisme, y compris quand la position de celui-ci est susceptible d'entraîner la délégitimation d'une partie de la connaissance mathématique. Les intuitionnistes pensent qu'il faut être prêt à sacrifier une partie de la connaissance mathématique comme vous avez pu vous en rendre compte, Villemin maintient que cette position est irréfutable. Hein. C'est une position qui reste parfaitement possible à défendre, même si celui qui la défend se place évidemment dans une situation qui va se révéler assez rapidement plus inconfortable que celle du réaliste. Il y a donc chez Villemin un principe de tolérance philosophique qui interdit de traiter les opposants comme des gens qui ont tort, en ce sens qu'ils défendraient une position erronée ou impossible. Le maximum que l'on puisse faire est de leur rappeler les obligations auxquelles ils se soumettent et les tâches qu'ils assument en adoptant une position comme la leur. On peut montrer à l'adversaire qu'il se trouve, comme le dit Villemin, devant des difficultés où la charge de la preuve lui incombe, alors qu'elle n'incombe pas à son rival. Mais tout le problème est justement de savoir si la position de ceux qui acceptent de relever le défi, c'est-à-dire acceptent la charge de la preuve, de savoir si cette position n'est pas susceptible de se révéler à la fois plus intéressante et plus féconde que celle qui consiste à adopter une conception philosophique apparemment plus confortable qui dispense de l'affronter, en l'occurrence le réalisme. Gödel, comme je l'ai dit, espérait réussir à démontrer que le platonisme mathématique est non pas seulement supérieur à toutes les autres conceptions, mais vrai. Mais peut-être faut-il, comme le pense Hao Wang, distinguer dans la façon dont Gödel s'exprime sur ce qu'il faut entendre exactement par platonisme, deux versions différentes. À savoir, les deux suivantes, il s'agit de deux déclarations qui sont dues l'une à l'autre à Gödel, et qui donnent l'impression de ne pas dire tout à fait la même chose. Hein. La première, c'est tiré donc de ce qu'on appelle la conférence Gibbs, qui est de 1951, qui est finalement le texte probablement où Gödel s'est exprimé de la façon la plus claire et la plus explicite sur la question de son propre platonisme et du platonisme en général. Or, dans cette conférence Gibbs, donc, on trouve ces deux déclarations qui n'ont pas l'air d'être tout à fait équivalentes. La première dit « Par la conception platonicienne, j'entends la conception selon laquelle les mathématiques décrivent une réalité non sensible, qui existe indépendamment à la fois des actes et des dispositions de l'esprit humain, et qui est seulement perçue, et probablement perçue très incomplètement par l'esprit humain. » Vous avez déjà cité, je crois, à différentes reprises cette déclaration. Et puis il y en a une autre qui est, disons, plus modeste, qui consiste à dire « Les objets et les faits mathématiques, ou au moins quelque chose souligné en eux, existent objectivement et indépendamment de nos actes et de nos décisions mentales. » Donc c'est également dans la conférence Gibbs, c'est page 311, dans le texte de la conférence Gibbs. Alors là, vous voyez qu'il s'agit évidemment d'une déclaration qui est d'un type nettement moins radical, puisque Gödel dit les objets, les faits mathématiques, et il ajoute entre parenthèses, ou au moins, hein, ou en tout cas quelque chose en eux, existent objectivement et indépendamment de nos actes et de nos décisions mentales. Alors la proposition 1, comme le remarque Wang, est manifestement une affirmation plus forte et plus difficile à démontrer que 2. 2 est une position qu'il vaudrait peut-être mieux, du reste, appeler simplement objectivisme, plutôt que platonisme. Mais, bien entendu, s'il est possible de démontrer, au sens propre du terme, la proposition 2, on peut, après l'avoir fait, se mettre en quête de raisons supplémentaires qui permettraient d'établir également la proposition 1. La question qui se pose est de savoir ce que Gödel estimait avoir démontré exactement sur cette question, et qui ne coïncide peut-être pas nécessairement avec ce qu'il a réellement démontré.
Wang dit ceci sur cette question. Dans les écrits qu'il a publiés de son vivant, Gödel discute rarement de façon explicite la question familière et évasive de savoir si les mathématiques sont découvertes, entre parenthèses trouvées, ou créées, faites par nous. Il a cependant considéré cette question dans les conversations qu'il a eues avec moi, et autant que je puisse savoir, dans la préparation de sa conférence Gibbs en 1951. Étant donné sa conception de la création, il est facile de conclure que les mathématiques doivent dépendre de quelque chose qui n'est pas créé par nous. Donc il y a au moins quelque chose, peut-être pas la réalité mathématique dans sa totalité est considérée sous tous ses aspects, mais il y a au moins quelque chose dans la réalité mathématique qui ne dépend pas de nous, qui n'est pas dû à une création de notre part. Parfois, Gödel fait remonter ce quelque chose jusqu'à des commencements plutôt intangibles. Il est difficile alors de montrer comment nous pouvons faire autant avec aussi peu de choses. Partant de ces diverses observations connectées les unes aux autres, je détecte une tendance dans ces pensées. Une fois que nous admettons que quelque chose souligné est donné objectivement, il est facile de voir que l'enrichissement qui se poursuit des mathématiques, cet enrichissement exige pour la même raison que nous accordions également une certaine richesse à ce qui est objectivement donné. Fin de citation. Je ne peux pas lire, je trouve, l'exposé de Wang d'une clarté absolument irrésistible, mais on voit quand même que le sens général est assez clair. C'est-à-dire que Gödel considère qu'il y a quelque chose qui est donné, qui n'est pas dû à une création de notre part, et il considère que le donné ne peut pas être quelque chose de complètement simple. Il faut même qu'il soit déjà d'une complexité relativement élevée. Alors en ce qui concerne la question de savoir ce qui a été démontré au juste dans la conférence Gibbs, Wang donne les précisions que voici. Dans sa conférence Gibbs, Gödel essaie de démontrer le platonisme en argumentant contre, alors c'est une citation, contre la conception selon laquelle les mathématiques sont notre propre création. Donc là, c'est un des endroits où il s'oppose ouvertement et explicitement à l'idée que les mathématiques sont, à tout point de vue, notre propre création. En plus de cela, il fait quelques suggestions pour exclure d'autres positions qui reconnaissent l'objectivité des mathématiques au sens de la proposition 2, mais restent en deçà du platonisme tel qu'il est défini en 1. Et effectivement, si vous lisez le texte, vous verrez qu'il rejette les conceptions qui affirment de but en blanc que les mathématiques sont notre propre création, et puis il formule également des critiques contre des conceptions qui acceptent la proposition 2. Je vous rappelle ce qu'est la proposition 2. Les objets et les faits mathématiques, ou au moins quelque chose en eux, existent objectivement et indépendamment de nos actes et de nos décisions mentales. Donc il y a des doctrines qui acceptent cette thèse, mais qui ne vont pas assez loin dans le sens du platonisme, c'est-à-dire qui ne sont pas encore suffisamment platoniciennes, et Gödel les critique également. Alors Wang explique que c'est-à-dire Gödel, m'a dit une fois, ma conférence Gibbs donne une présentation vivante, elle démontre le platonisme. Donc ça, c'est une des occasions dans lesquelles Gödel est allé jusqu'à affirmer qu'il avait démontré, il avait fait quelque chose comme produire une démonstration de la vérité du platonisme mathématique. Néanmoins, dit Wang, bien qu'il ait proposé plus d'une fois de me montrer le texte de cette conférence, il a décidé pour finir qu'il n'était pas dans une forme suffisamment achevée pour qu'il puisse m'être montré. Quand finalement j'ai eu la possibilité de lire le texte de la conférence, j'ai remarqué que contrairement à l'impression communiquée par 3, c'est-à-dire par la proposition ma conférence Gibbs donne une présentation vivante, elle démontre le platonisme, donc contrairement à l'impression transmise par cette assertion 3, Gödel était très hésitant dans ses conclusions. Et de fait, il était certainement beaucoup moins convaincu que ne peut le donner la déclaration que rapporte Wang, beaucoup moins convaincu d'avoir réussi à démontrer véritablement la vérité du platonisme mathématique. J'ai évoqué antérieurement la difficulté que soulève l'affirmation que l'on rencontre chez Gödel, chez Gödel lui-même, qu'une chose que nous avons créée est nécessairement une chose dont nous devons être capables de connaître toutes les propriétés. J'avais évoqué, je crois déjà, cette question antérieurement. Il arrive à Gödel donc de dire que, d'utiliser comme, donner l'impression en tout cas d'utiliser comme un argument en faveur du réalisme le fait que quand nous avons créé une chose, en l'occurrence il s'agit d'une réalité mathématique, quand nous avons créé une chose, nous devons nécessairement être capables de
de décider toutes les propriétés qu'elle possède. Alors Gödel était conscient des objections qu'on peut être tenté de faire à ce genre de thèse, et il a essayé d'y répondre à la fois dans ses écrits publiés et dans les conversations avec Wang. Alors j'ai reproduit quelques-unes des déclarations qu'il a faites à Wang. Malheureusement, il s'agit du compte-rendu de conversation, et donc c'est pas toujours d'une clarté aveuglante, mais je crois que ça donne, une idée, une assez bonne idée de ce qu'était la position réelle de Gödel sur ce type de problème. On pourrait objecter, c'est Gödel qui parle, que le constructeur ne connaît pas nécessairement toute propriété de ce qu'il construit. Par exemple, nous construisons des machines et ne pouvons cependant pas prédire leur comportement dans tous les détails. C'est absolument vrai. Mais cette objection est très faible, dit Gödel. Car nous ne créons pas les machines à partir de rien, mais les formons à partir d'un matériau donné. Si la situation était semblable en mathématiques, alors ce matériau ou cette base pour nos constructions serait quelque chose d'objectif et nous imposerait un point de vue réaliste, même si certains autres ingrédients des mathématiques étaient notre propre création. Donc il pourrait y avoir quelque chose qui a été créé, mais il y aurait en tout état de cause quelque chose qui n'a pas été exactement, comme on ne crée pas les machines à partir de rien. La même chose serait vraie si dans nos créations, nous nous mettions à utiliser un instrument en nous qui est différent de notre ego, tel que la raison interprétée comme quelque chose du genre d'une machine pensante. Car les faits mathématiques, dans ce cas, au moins en partie, exprimeraient des propriétés de cet instrument qui auraient une existence objective. Donc ces propriétés auraient une existence objective. Alors, un autre passage qui est assez révélateur est celui-ci. En tout premier lieu, c'est toujours Gödel qui parle, en tout premier lieu, si les mathématiques étaient notre création libre, l'ignorance concernant les objets que nous avons créés pourrait, il est vrai, encore se produire, mais seulement à travers l'absence d'une compréhension claire de ce que nous avons réellement créé. Donc il se pourrait qu'on ne sache pas exactement quelles sont les propriétés qui doivent être attribuées à l'objet que nous avons créé, mais c'est seulement parce que nous n'avons pas, à cause de l'absence, dit Gödel, d'une compréhension claire de ce que nous avons réellement créé. Ou peut-être, ajoute-t-il, à cause de la difficulté pratique de calcul trop compliquée. Par conséquent, c'est-à-dire cette ignorance, devrait disparaître, au moins en principe, bien que peut-être pas en pratique, dès lors que nous arrivons à une clarté parfaite. Toutefois, les développements modernes dans les fondements des mathématiques sont arrivés à un degré insurpassable d'exactitude, mais cela n'a pratiquement aidé en rien pour la résolution des problèmes mathématiques. Et comme vous pouvez le voir, Gödel semble le dire, alors en ce qui concerne la question des fondements, on est arrivé à une compréhension à peu près parfaite. En tout cas, on a atteint les fondements des mathématiques sont arrivés, dit-il, à un degré insurpassable d'exactitude, et pourtant on n'a pas encore réussi à décider tous les problèmes mathématiques. Il y a encore des problèmes mathématiques qui n'ont pas été décidés, et ça lui semble constituer finalement un argument en faveur du réalisme. Alors, deuxièmement, ajoute-t-il, l'activité des mathématiciens manifeste très peu de la liberté dont devrait jouir un créateur. Donc l'activité des mathématiciens est beaucoup, en dépit du fait que Cantor a beaucoup insisté sur ce qu'il appelle la liberté du mathématicien, Gödel, lui, estime qu'il faut rester sensible également à la part de contraintes extrêmement fortes que comporte le travail mathématique. Ce qui l'amène à dire, donc, deuxièmement, l'activité des mathématiciens manifeste très peu de la liberté dont devrait jouir un créateur, même si, par exemple, les axiomes des entiers étaient une libre invention. On doit néanmoins admettre que le mathématicien, après qu'il a imaginé le petit nombre de propriétés premières de ces objets, est arrivé au terme de son activité créatrice. C'est-à-dire, sur le reste, il n'a plus de prise, il ne peut plus rien créer. Il n'est pas dans la position de créer également à son gré la validité des théorèmes. Une fois qu'il a créé les objets, s'il crée les objets, si on veut bien admettre qu'il a créé les objets, il reste que, à partir du moment où les objets ont été créés, il n'a pas la possibilité de créer quelque chose comme la validité des théorèmes. Si quelque chose comme une création existe simplement en mathématiques, alors ce que fait tout théorème est exactement de restreindre la liberté de création. Ce qui, cependant, restreint la liberté de création doit évidemment exister indépendamment de la création. Cette dernière formule
est en un sens très, très éclairant. On voit bien que ce qui préoccupe Gödel, c'est précisément ce fait, c'est la part de restriction imposée dans le cas des mathématiques à la liberté de création, et le fait que, comme il le dit, ce qui a la capacité de restreindre la liberté de création ne peut évidemment pas être lui-même le produit d'une création. Enfin, troisièmement, si les objets mathématiques étaient nos créations, alors évidemment, les entiers et les ensembles d'entiers devront être deux créations différentes. Donc il aura fallu que nous créions d'une part les entiers et d'autre part les ensembles d'entiers. Il a donc dû y avoir deux créations différentes dont, dit Gödel, la première ne nécessite pas la seconde. Nous aurions pu nous contenter de créer les entiers sans être jamais amenés sans aller jamais jusqu'à l'idée de créer en plus de cela les ensembles d'entiers. Cependant, dit-il, pour démontrer certaines propositions portant sur les entiers, le concept d'ensemble d'entiers est nécessaire. De sorte qu'ici, pour découvrir quelles propriétés nous avons données à certains objets de notre imagination, nous devons d'abord créer certains autres objets, une situation qui est effectivement très étrange. Et là, il faut reconnaître qu'il tient un assez bon argument, ou en tout cas, il soulève un problème qui est tout à fait réel. Ainsi, on est obligé de se servir de la théorie des ensembles pour démontrer certaines propriétés des entiers. Ça signifie que, pour un créationniste, pour les partisans de la thèse créationniste, ça signifie qu'après avoir créé certains objets, en l'occurrence les entiers, nous sommes contraints d'en créer d'autres, en l'occurrence les ensembles d'entiers, pour décider les propriétés, si les premiers possèdent ou non des propriétés données. Alors ça, c'était pour vous donner une idée donc du genre de considération auquel se livre Gödel sur cette fameuse question, cette question cruciale, quelle est la part de création et la part de découverte que comporte une activité comme celle des mathématiciens. Comme on peut s'en rendre compte, il est tout à fait conscient de ce que des concepts comme celui de libre création ou de libre invention peuvent comporter de vagues, et qui a pour conséquence que ni la proposition qui affirme que les mathématiques sont une libre création, ni sa négation n'ont probablement un sens suffisamment clair pour pouvoir être démontrées ou réfutées de façon absolument concluante. Tout le monde est obligé en pratique d'admettre plus ou moins que les mathématiques sont faites pour une part de choses que nous ne créons pas et pour une autre de choses que nous créons. Il y a eu cependant des tentatives qui ont été faites pour donner une signification plus précise à la thèse de la libre création. Et c'est en particulier un des avantages que présente la conception qui assimile les propositions mathématiques à des conventions linguistiques ou à des règles de langage. Dans cette version-là, la thèse créationniste devient tout à fait testable et peut même être réfutée, selon Gödel, de façon parfaitement concluante. Donc là, on obtient quelque chose comme la version de la thèse créationniste à l'état pur, et on obtient une formulation qui est parfaitement précise et qui, d'un coup, donc, peut être testée et, selon Gödel, réfutée de façon définitive. Alors, aussi ce qu'il dit sur ce point, j'aimerais montrer cela en détail pour la formulation la plus... Donc, il s'agit de savoir s'il est possible ou non, et jusqu'à quel point, de trouver des arguments contre la thèse créationniste, et Gödel pense que oui. Il dit, j'aimerais montrer cela en détail pour la formulation la plus précise et en même temps la plus radicale qui a été donnée jusqu'à présent. C'est celle qui asserte que les propositions mathématiques sont vraies uniquement en vertu de certaines règles arbitraires concernant l'usage des symboles. Dans ce cas-là, on peut dire qu'effectivement, dans un sens tout à fait précis et plus ou moins littéral, les vérités mathématiques ont été créées par nous. Elles résultent de l'introduction à laquelle nous avons procédé de certaines conventions concernant l'usage des symboles. D'après cette conception, les propositions mathématiques, analysées de la façon requise, doivent se révéler être aussi vides de contenu que, par exemple, l'énoncé « tous les étalons sont des chevaux mâles ». Tout le monde sera d'accord que cette proposition n'exprime aucun fait zoologique et pas non plus un autre fait objectif quelconque, mais sa vérité est due uniquement au fait que nous décidons d'utiliser le terme étalon comme une abréviation pour cheval mâle. Donc la vérité de la proposition peut être considérée littéralement comme notre création, puisqu'il est entendu qu'elle n'exprime aucun fait. Elle n'exprime aucun fait de nature extralinguistique qui serait susceptible de la rendre vraie ou fausse. Donc Gödel considère ça comme étant la thèse
conventionnaliste comme étant la version la plus claire, la plus précise et du même coup la plus testable de la thèse créationniste. Wang rapporte que, dans une de leurs discussions, Gödel s'est exprimé sur le conventionnalisme d'une façon qui risque de sembler assez surprenante. Je trouve, en tout cas, personnellement, un peu surprenante. Il dit ceci: le conventionnalisme confond deux sens différents de convention. Les conventions arbitraires qui n'ont pas de contenu et les conventions sérieuses qui ont une base objective. Nous ne créons pas les objets mathématiques en introduisant des conventions. Pour introduire des conventions, nous devons connaître les concepts. Pour travailler avec les conventions, on a besoin déjà de toutes les mathématiques, par exemple pour démontrer qu'elles sont consistantes, autrement dit que ce sont des conventions admissibles. De là l'argument massu de Gödel contre le conventionnalisme carnapien, contre l'idée que les propositions mathématiques sont des règles de syntaxe logique. Donc c'est le fait que nous avons besoin de l'intuition mathématique et même des mathématiques, même de mathématiques déjà très puissantes pour établir le caractère consistant du système de convention considéré. Wang insiste sur le fait que quand Gödel parle de création, il pense à une création à partir de rien. C'est proprement à cette idée-là, après cette idée-là qu'il en a. Ce qu'il rejette, c'est l'idée que nous pouvons, en mathématiques, créer en quelque sorte quelque chose à partir de rien, ou en tout cas à partir de très peu de choses. Créer, c'est faire quelque chose à partir de rien, c'est Wang qui parle. Créer, c'est faire quelque chose à partir de rien, et nous donnons aux choses que nous créons toutes leurs propriétés. C'est différent de faire quelque chose à partir de quelque chose d'autre. Par exemple, nous fabriquons les automobiles, mais ne connaissons pas toutes leurs propriétés. Nous ne connaissons pas toutes leurs propriétés, notamment parce que nous ne connaissons pas toutes les propriétés, jusque dans le plus petit détail, les propriétés des matériaux que nous utilisons pour les construire. Et Gödel pense que ça doit se passer d'une façon qui ressemble un peu à ça dans le cas de nos créations mathématiques elles-mêmes. Mais la question qui se pose dans ces conditions est de savoir si, parmi ceux qui défendent une position conventionnaliste sur le statut des propositions mathématiques, il y en a beaucoup qui sont prêts à les considérer comme des conventions réellement arbitraires, introduites en quelque sorte ex nihilo et sans aucune base objective. Gödel souligne que quand Brouwer a affirmé que l'intuition de la dyade, ou comme il l'appelle, l'intuition du 2 en 1, qui constitue l'intuition primitive, en allemand Urintuition, donc qui constitue l'intuition primitive des mathématiques. Donc, quand il a affirmé que cette intuition créait non seulement les nombres 1 et 2, mais également les nombres finis, il ne défendait pas le genre de conception créationniste qui doit être, en tout état de cause, rejeté. J'ai déjà eu l'occasion de vous dire qu'il ne soupçonne pas, et il accuse encore moins les intuitionnistes d'être des créationnistes, des créativistes, dans le sens qu'il rejette catégoriquement. Il dit ceci sur la position exacte des intuitionnistes. C'est-à-dire Brouwer, il disait simplement que nous obtenons les nombres à partir de l'Urintuition. C'est un bon exemple de construction de quelque chose à partir de quelque chose de donné. Le mot construire ici est analogue à la construction physique. Donc on construit à partir de matériaux, exactement comme dans le cas de la physique. Le 2 en 1 contient le matériau à partir duquel nous combinons et itérons pour obtenir les nombres. Cette Urintuition est tout à fait impalpable, mais c'est parfaitement normal parce qu'une chose qui est très simple apparaît toujours comme étant presque rien. Par exemple, Hegel identifie le pur quelque chose au rien. Vous trouvez une trace du passage de Gödel par la lecture d'un certain nombre de textes de Hegel, et il a retenu en particulier cette idée, donc le pur quelque chose est impossible, d'après Hegel, est impossible à distinguer du rien pur et simple. Mais Gödel semble croire que la conception créationniste radicale, dont il admet qu'elle n'est pas celle des intuitionnistes, peut en revanche être attribuée réellement aux philosophes qui défendent des positions conventionnalistes à la Carnap. Ce sont même eux qui fournissent le seul exemple indiscutable d'une position, de ce que peut être une position créationniste radicale. C'est un peu déconcertant, ne serait-ce que parce que si le conventionnaliste conteste qu'il y a des faits mathématiques proprement dits, qui sont décrits par les propositions mathématiques, il n'est sûrement pas obligé d'aller jusqu'à nier que le choix des conventions que nous sommes amenés à adopter en mathématiques puisse être soumis à des contraintes et à des restrictions diverses.
notamment à cause de l'obligation dans laquelle nous sommes de tenir compte d'un bon nombre de faits, au moins extra-mathématiques. Autrement dit, même si les partisans du conventionnalisme carnapien s'expriment parfois d'une façon qui peut prêter effectivement à confusion, il semble qu'il faille faire une différence sérieuse entre, premièrement, affirmer simplement comme ils le font que la question de savoir si, par exemple, on doit adopter pour les mathématiques un système de langage dans lequel le principe du tiers exclu peut être utilisé en toute liberté, ou bien préférer un langage dans lequel son utilisation est soumise à des restrictions plus ou moins sévères. Donc cette question, pour eux, n'est pas une question de vérité ou de fausseté, mais de simple convention. Et elle peut donner lieu à des choix différents et également respectables. C'est ce que dit le principe de tolérance. Donc il y a une différence entre ça, entre affirmer ce genre de choses, et deuxièmement, affirmer que toute vérité mathématique est une sorte de création ex nihilo, qui ne repose sur aucune autre base que la décision que nous avons prise de l'accepter ou d'accepter des propositions dont elle découle en vertu de règles d'inférence qui ont été elles aussi choisies de façon arbitraire, sans que la décision repose sur des raisons objectives quelconques. Autrement dit, il reste encore à démontrer que le conventionnalisme que défendent des gens comme Carnap peut réellement être classé dans la catégorie du conventionnalisme du type appartient à la catégorie au type de conventionnalisme que Gödel considère comme tout à fait inacceptable, c'est-à-dire la catégorie des conventions qui ne reposent véritablement sur aucune base objective. Quelle pouvait être, sur ce point, la position exacte de Carnap? Il est tout à fait vrai qu'une convention n'exprime pas une prétention à la connaissance qui pourrait être jugée dans la dimension du vrai et du faux, et décidée sur la base d'arguments proprement factuels. C'est ce qui caractérise, par définition, une convention. Mais il peut, bien entendu, y avoir des considérations pragmatiques, par exemple, d'unité, de simplicité, de commodité, etc., qui parlent avec plus ou moins de force pour ou contre l'adoption de la convention en question. Eckehard Köhler, cependant, dans un article sur le platonisme de Gödel, suggère que Carnap, en 1934, n'était pas encore prêt à reconnaître ce genre de choses à propos des conventions logico-mathématiques. Voici ce qu'il dit sur ce qu'était, d'après lui, en 1934, la position de Carnap. 1934, donc, est l'année de la publication de la version allemande de la syntaxe logique du langage, Logische Syntax der Sprache. D'après Eckehard Köhler, Carnap, en 1934, n'est pas encore allé aussi loin, c'est-à-dire il n'est pas encore allé jusqu'à reconnaître que les conventions, surtout dans les sciences, les conventions reposent à peu près toujours sur une base objective d'une certaine sorte, donc elles ne résultent pas de choix qui seraient complètement gratuits. Donc d'après lui, Carnap en 1934 n'est pas encore allé aussi loin parce qu'il était sous l'influence d'un irrationalisme inspiré par Nietzsche et transmis par le mouvement de la jeunesse, le fameux Jugendbewegung. Et là, vous devez être un petit peu surpris de voir attribuer à Carnap, c'est pas tout à fait de cette façon-là qu'on a l'habitude de le considérer en France. On a plutôt l'habitude de le considérer comme un héritier de la tradition positiviste, dans ce cas-là de plus stupide et de plus borné. Mais c'est Köhler qui a raison. Carnap a été incontestablement influencé sur ce point par Nietzsche, même si il me semble un peu excessif de parler, en l'occurrence, d'une forme d'irrationalisme nietzschéen. Donc, en tout cas, d'après Köhler, Carnap n'est pas encore allé aussi loin parce qu'il était sous l'influence d'un irrationalisme inspiré par Nietzsche et transmis par le mouvement de la jeunesse. La tradition empiriste préférait de façon générale présenter les déterminations de valeur, c'est les Wertfeststellungen, donc les déterminations ou les fixations de valeur comme extra-scientifiques. Plus tard, Carnap a cependant très bien reconnu la nécessité d'une pragmatique théorique pure comme superstructure de la théorie de la décision pour la science. Alors que Carnap, 1934, considérait une convention comme un acte de volonté aveugle, on peut la concevoir aujourd'hui comme expression rationnelle de l'intuition mathématique.